Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 28 avril 2020. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée aux conséquences économiques, bien entendu, de la crise, aux efforts déployés par l'État, aux efforts déployés par le monde pour surmonter cette période de crise contre le Covid-19. Pour vous parler de cela, je serai en compagnie de Dr Bassem Omar, chef économiste pour la région du Moyen-Orient à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Juste avant de commencer, on va voir un reportage concernant justement le directeur du département du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au Fonds monétaire international qui a déclaré que les mesures prises par l'Égypte pour amortir les conséquences du Covid-19 sont décisives et les facilités de crédit d'une valeur de 100 milliards de livres lancées par le gouvernement pour soutenir l'économie. Le Fonds monétaire international a salué les démarches adoptées par l'État pour contenir les conséquences économiques du coronavirus. Notons que le gouvernement égyptien et la Banque centrale de l'Égypte avaient pris des mesures efficaces pour faire face à cette crise. Donc un reportage et on entame tout de suite après notre débat. Les mesures prises par l'Égypte pour amortir les conséquences du Covid-19 sont décisives et les facilités de crédit d'une valeur de 100 milliards de livres égyptiennes lancées par le gouvernement soutiennent l'économie, a déclaré jeudi le directeur du département du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au Fonds monétaire international. Il a déclaré que la Banque centrale d'Égypte jouait son rôle et a stimulé l'économie en procédant à une baisse importante et imprévisible des taux d'intérêt de 3%. En assurant la fluidité de la monnaie et en offrant des certificats d'épargne avec un rendement de 15%. La flexibilité du taux de change et le niveau des réserves monétaires assurent une protection à l'économie égyptienne face au choc dû au rétrécissement de l'économie mondiale. En effet, le FMI prévoit que l'économie égyptienne continue à enregistrer un taux de croissance élevé dans la région grâce au programme de réforme économique adopté par l'État. Selon le centre de presse du Conseil des ministres, l'Égypte est le seul pays de la région dont l'économie devrait croître en 2020 en dépit de la crise du coronavirus, a estimé le FMI, prévoyant que l'Égypte occupe la 6e place parmi seulement 18 États dont l'économie devrait connaître une croissance en 2020, selon une infographie publiée par le centre de presse du Conseil des ministres, jetant la lumière sur les prévisions et les estimations des institutions économiques internationales sur l'économie égyptienne. Donc, docteur Bassem, comme on vient de le voir, le FMI, il a des prévisions quand même assez positives pour l'Égypte. Pouvez nous expliquer comment est-ce que le Fonds monétaire international fournit ces prévisions? Ah oui, absolument. Ouais. Nous avons nous-mêmes, au sein de la Banque européenne, conduit des prévisions similaires et ça aboutit à des résultats plus ou moins équivalents en fait pour l'économie égyptienne. Tout d'abord, il faudrait expliquer que l'année fiscale en Égypte est différente du reste du monde. Donc l'année fiscale commence en début juillet et se termine fin juin. Donc lorsqu'on parle de la croissance de 2020, en fait ce qu'on veut dire, c'est la croissance depuis juillet 2019 jusqu'en juin 2020. Et pendant cette période, l'Égypte a connu, pendant les quelques dernières années, et également entre juillet, août, septembre, octobre de 2019, une croissance très élevée. C'est le fruit des réformes économiques qui ont été mises en place avec le Fonds monétaire international. C'était le fruit du regain de tourisme qui était le moteur, on va dire, de la croissance économique en Égypte jusqu'en janvier dernier. Oui. C'était la reprise de l'investissement privé en Égypte qui était fortement en croissance. Et du coup, le ralentissement en Égypte aurait lieu pendant les mois de mars, avril, mai et juin sur l'année. Donc on a 8 mois de forte croissance et 4 mois de ralentissement. 4 mois de ralentissement, c'est les mois, bien entendu,
de la crise Covid-19. Absolument. Et donc, mais si on parle de croissance, donc les deux principaux facteurs, c'était le tourisme et les investissements, c'est ça? Oui, et le troisième, c'était la consommation. La consommation domestique des Égyptiens qui était pareillement en forte croissance. Mais donc, là, on ne parle pas de production. L'investissement était la production. Quand on parle de la croissance économique, c'est la croissance de la production en général, des biens et services. Et c'est pour ça que le tourisme a joué un rôle important dans la croissance de la production des services. L'investissement, celui des biens, et bien sûr la consommation aussi a soutenu un petit peu toute cette production, si vous voulez. Ça a été le cas jusqu'en mars, lorsque la crise a commencé à avoir un impact plus sérieux sur l'Égypte, avec la baisse du tourisme mondial, son impact bien sûr sur l'Égypte, mais également le confinement mondial qui fait que la consommation à l'étranger ralentit, et donc la demande des biens égyptiens se ralentit. On rajoute à cela le confinement en Égypte, même partiel, on consomme relativement moins, même si au début on a consommé plus parce qu'on voulait avoir des stocks à la maison, mais entre-temps, donc depuis quelques semaines, c'était un petit peu en ralentissement, mais sur l'ensemble de l'année, la croissance va rester positive. Et quand la croissance reste positive, ça s'implique comment sur l'économie? Vous voyez, déjà, on est dans une bien meilleure situation que celle, par exemple, des pays voisins ou européens. Beaucoup de pays arabes vont connaître une croissance négative, fortement négative, ce qui va se refléter sur les revenus des ménages en général. Et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle le gouvernement a pris la décision de ne pas faire une fermeture et un confinement total de l'économie. C'est pour permettre aux familles, aux ménages, aux chefs de famille de pouvoir sortir, travailler, tout en contrôlant et en étant très, comment dirais-je, suivre chaque minute l'évolution du virus et de son impact sur la santé des citoyens. Et donc, fermer si c'est nécessaire de fermer et laisser une marge pour que les citoyens puissent continuer à gagner leur vie normalement pour ne pas justement avoir un impact négatif sur le revenu. Donc, du coup, je pense qu'on va sortir plus facilement, on va dire, de cette crise que d'autres pays qui sont, eux, beaucoup plus en difficulté et en croissance négative. Effectivement, l'Égypte a pris la décision du confinement partiel, si l'on peut dire, avec, bien entendu, le prolongement de l'investissement et de la production. C'est pourquoi le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué hier une visite d'inspection pour suivre la mise en exécution d'un nombre de projets actuellement mis en œuvre dans différentes régions, dont le gouvernorat du Caire. Dans des déclarations, M. Madbouli a souligné que le gouvernement est déterminé à prendre des mesures pour compenser la période écoulée en raison des répercussions du Covid-19. Un reportage et on commente. Très bien. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a effectué hier une tournée d'inspection pour suivre la mise en exécution d'un certain nombre de projets actuellement mis en œuvre dans différentes régions dans le gouvernorat du Caire. M. Madbouli a été accompagné du ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, du ministre du Développement local. Au début de sa tournée, M. Madbouli a souligné que le gouvernement est déterminé à prendre des mesures pour compenser la période écoulée en raison des répercussions du coronavirus. Mais aujourd'hui, nous devons tous, dans tous les sites de travail et de production, poursuivre nos efforts pour achever la mise en œuvre de tous les projets nationaux le plus tôt possible. Au début de sa tournée, M. Madbouli a souligné que le gouvernement est déterminé à prendre des mesures pour compenser la période écoulée en raison des répercussions du coronavirus. Mais aujourd'hui, nous devons tous, dans tous les sites de travail et de production, poursuivre nos efforts pour achever la mise en œuvre de tous les projets nationaux le plus tôt possible. Le Premier ministre a indiqué que le but de sa tournée est d'inspecter un grand nombre de projets de développement qui sont mis en œuvre dans le gouvernorat du Caire, notamment l'axe Ibrahim El-Arabi qui a été achevé à 100%, en plus de suivre les travaux de démolition pour les bâtiments qui ont été créés dans la période actuelle en profitant du coronavirus. À cet égard, M. Madbouli a ordonné au gouverneur du Caire de travailler immédiatement pour éliminer les violations de terrain.
donc, comme on vient de le voir, beaucoup d'activités sur le terrain. Et donc, avec toutes ces activités, avec l'économie qui n'a pas été tellement affectée en Égypte, à quoi peut-on s'attendre pour l'année suivante? Déjà, tous ces projets sont très utiles. Il aurait été un petit peu dommage de les repousser, de prendre du retard dans l'exécution. Et c'est tout à fait cohérent de dire qu'on profite d'un moment de calme pendant lequel les investisseurs n'ont pas le même taux d'implication dans des projets que d'habitude à cause du coronavirus et pouvoir mobiliser leurs travailleurs pour pas qu'ils soient éventuellement au chômage ou qu'ils ne travaillent pas, mais les utiliser dans leur capacité totale pour pouvoir donc accomplir tous les projets que Monsieur le Premier ministre a évoqués le plus rapidement possible. Lorsque l'économie reprendra d'ici quelques mois, l'Égypte sera prête et les projets seront accomplis même avant l'heure. Ça, je pense que ça, c'est très... ce que vous venez de dire, ça concerne les projets publics ou les projets privés aussi? Les projets publics. Les projets privés, ils ont sûrement reçu un coup dur avec le confinement, avec comment dire, le fait de réduire le taux ou le nombre d'employés, le fait de rentrer assez tôt. Donc tout ça, ça affecte sûrement le déroulement du secteur privé. Absolument. Et c'est d'ailleurs donc le rôle du gouvernement dans ces moments-là dans lesquels le secteur privé n'est pas capable, pas parce qu'il ne le veut pas, mais n'est pas capable par les circonstances qui entourent l'économie d'agir normalement, de commencer à s'engager davantage dans l'économie, à commanditer l'exécution de projets plus rapidement, pour pouvoir, ils sont exécutés ces projets par le secteur privé. Ce sont des sociétés privées qu'on connaît tous, qui exécutent les projets. Mais elles sont commanditées par le gouvernement de le faire très rapidement. Oui. Et du coup, donc, ça relance un petit peu l'investissement, la production, l'emploi, la consommation. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux qui pourrait aider le pays à s'en sortir, encore une fois, plus rapidement. Et les mesures qui vont être prises pour lever un petit peu le confinement petit à petit à un retour à une vie plus normale, progressif, a comme objectif justement de permettre aux investisseurs privés de retrouver leur rôle et d'embaucher et bien sûr donc de ralentir cette stagnation qu'on est en train de connaître le plus rapidement possible. Bon, ce retour progressif à la vie normale, c'est une décision de l'Égypte ou bien c'est une décision qui a été prise aussi par quelques grands pays du monde? Absolument. En fait, tous les pays du monde veulent revenir à la normale très rapidement. Il est estimé que chaque mois de confinement coûte moins de 3% de croissance à l'économie. Donc, pour des pays développés, c'est très conséquent. Le chômage aux États-Unis a atteint des niveaux records en très peu de temps. Et ça continue. Et donc, le plus vite possible, ils peuvent revenir à la normale, le mieux. Le problème avec le virus, c'est qu'on était, on est toujours, mais on était dans un grand moment d'incertitude. On ne sait pas comment les choses vont passer. Aujourd'hui, on a des simulations, grâce à la Chine notamment, où ça a commencé, et on a vu donc comment le virus s'est propagé, combien de temps ça a mis pour atteindre un certain seuil, combien de temps ça a mis pour se résorber, et aujourd'hui, on dit que dans les comtés les plus atteintes au début de la crise, il n'y a plus de nouveaux cas. Il n'y a plus de morts. Et donc, on arrive à imaginer un certain cycle. Il n'y a plus de nouveaux cas ou il n'y a plus de morts? Il n'y a plus de morts et il n'y a plus de nouveaux cas enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, il y a eu le confinement, les mesures sanitaires, tout ce qui a été mis comme mesure. Et du coup, donc la Chine est un exemple à regarder attentivement pour l'Égypte et de voir comment ils ont réussi à gérer la crise. Et à commencer à s'en sortir, est un très bon exemple. Mais là, on parle de l'un des pays les plus riches du monde, le plus développé du monde. Et oui, donc mais aussi un des plus peuplés. Un des plus peuplés, c'est sûr, mais c'est restreint quand même dans une certaine ville qui est Wuhan, et ça ne s'est pas répandu dans toute la Chine. Mais justement, rien que ça, la capacité de le restreindre, de le confiner dans un certain espace,
et de gérer de manière à ce que les mesures sanitaires, les hôpitaux et tout ce qui va avec en termes de médication et soins a été mis en place. Et donc tout le processus de comment ça a commencé jusqu'à ce qu'on ait réussi à le contenir peut être un très bon exemple pour tous les pays. Et l'Égypte a des liens étroits et une collaboration étroite avec la Chine qui pourrait, le moment venu, donc venir aussi à l'aide. C'est un pays qui est très riche et l'Égypte n'est pas un petit pays. L'Égypte est un très grand pays, pivot dans la région et dans le monde. Et donc il est certain que tous les pays, y inclus la Chine, voudraient soutenir l'Égypte si jamais besoin est. Mais bien sûr, surtout que l'Égypte a soutenu la Chine aussi dans cette crise. Voilà, mais ma question ici, c'est si la Chine a réussi à contenir ce virus dans une ville chinoise, et ça ne s'est pas répandu dans toute la Chine, comment cela se fait-il que ça s'est répandu dans le monde entier? Je pense que le monde n'était pas très préparé et que même en Chine, ils ont été un petit peu au début pris de panique, mais ils ont les moyens. En Chine, pas seulement les moyens financiers. En fait, la Chine, c'est l'usine du monde, donc ils ont les moyens de produire des masques, ils ont les moyens de produire des appareils respiratoires, de mettre en place des hôpitaux montables et démontables. Ils ont cette avancée technologique qui leur permet de réagir très rapidement. D'autres pays ont été pris de court. L'Italie, qui était un des meilleurs systèmes de santé au monde, la France, qu'on connaît bien, donc ont été un petit peu pris de court. L'Allemagne, et les États-Unis. Et au début, il y avait une certaine mécompréhension. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. C'est quoi le virus? Pourquoi? Comment il se propage? Et du coup, les mesures n'ont pas été prises, bien sûr, avec les vols, les aéroports, les contaminations. Ce n'était pas du tout évident de contrôler. Et du coup, la décision de dire on fait un stop total, plus de vols, personne d'étranger n'entre dans le pays, et on s'occupe des gens dans le pays, et on essaie de les soigner au mieux qu'on peut, et après on commence à ouvrir progressivement. C'est une forme de réaction, on va dire, puisqu'il y a autant de cas de décès et personne ne veut voir de mort dans son pays, fermons tout, et puis on comprend d'abord qu'est-ce qui se passe, et on avise pour ne pas qu'il y ait plus de cas de décès, malheureusement. Parce que aussi, même si on compare le nombre de morts jusqu'aujourd'hui, c'est à peu près, il y a 120, 130 000 morts dans le monde, à peu près à cause de ce Covid-19 aujourd'hui. Le nombre de personnes atteintes et qui meurent de grippe est plus élevé, de grippe normale. Donc c'est ça peut-être qui rend cette maladie un peu paradoxale. Mais je pense que aussi c'est la manière dont les gouvernements ont réagi avec le confinement qui a limité le nombre de malades et le nombre de décès. Il n'y aurait pas eu de confinement, il y aurait eu beaucoup plus de malades et malheureusement beaucoup plus de décès. Donc c'était ça la réaction. Et c'est aussi la virulence du virus. Ce n'est pas une grippe normale, c'est une grippe qui malheureusement donc, peut tuer rapidement, qui se propage rapidement. On a vu des médecins et des infirmières et autres qui ont décédé, pas seulement qui ont eu la maladie, mais qui ont décédé à un jeune âge, en ayant pris des précautions quand même. Et donc on voit que c'est quand même un virus qu'on ne comprend pas, il est complexe. Et donc dans ce cas, au lieu d'attendre et d'avoir un beaucoup plus grand nombre de malades et de décès, on a préféré justement le confinement et une levée progressive en ayant fait des recherches, trouvé des médicaments, qui ne sont pas efficaces, moins efficaces, un vaccin éventuellement, on en parle pour septembre, mais il faut faire des tests, on n'a pas envie d'avoir un vaccin avec des effets secondaires. Bien sûr. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Et donc, même si les pays étaient un petit peu préparés à un certain cas de figure comme tel, la méconnaissance de l'impact et de la propagation et du sérieux de ce virus a fait que les choses ont pris un peu plus de temps au tout début pour que les gouvernements réagissent, et la réaction ensuite a été très forte. On ferme tout et on attend. Bon, avec ce retour progressif de la vie normale, on ne risque pas de se retrouver à nouveau dans un certain pic de ce virus? Tout est possible. Encore une fois, on est dans l'ignorance et l'incertitude, malheureusement. Et c'est pour ça que les mesures de précaution et faire une levée progressive, ouvrir les administrations, parce que les hommes d'affaires ou les ménages ont besoin d'aller continuer à vivre et faire leur papier. Et donc, faire ça de manière progressive, en contrôlant le nombre de personnes qui vont avoir accès par jour. C'est mieux que rien, c'est mieux que de l'avoir fermé complètement. Les distances qu'il va y avoir entre les personnes, le port de masque et de gants dans l'interaction avec le public. Donc, mettre en place les mesures qu'il faut pour pouvoir contrôler la situation et voir l'évolution des cas de maladie
C'est ça qui est le primordial. Comment les choses évoluent. Et voir aussi par rapport aux cycles internationaux, au bout d'un certain temps, le nombre de personnes contaminées commence à baisser, le nombre de décès commence à baisser, et le nombre de personnes dans les hôpitaux s'amoindrit, et du coup, donc, on peut leur apporter plus de soins, plus d'attention. Et donc, c'est un cycle. C'est les pays qui étaient plus préparés, comme la Chine, ou par exemple même en Égypte, avec des hôpitaux qui étaient capables d'accueillir les personnes en détresse, et l'armée qui a joué un rôle pour l'acheminement des biens dans les régions qui en avaient le plus besoin. Donc, tout ça a aidé un petit peu à traverser la crise de manière un peu modérée, sans un fort impact. D'autres pays comme la France ou l'Italie, où les hôpitaux ont été submergés d'un coup, ils n'ont pas trouvé donc, la meilleure réponse, on va dire, à cela, mais ça va venir dans les prochaines semaines, normalement. Oui. Donc, cette décision de retour à la vie normale, maintenant, c'est une décision qui sera active partout dans le monde. Absolument. Il y a déjà certains pays qui ont pris des mesures, qui ont annoncé des plans. On dit, voilà, on va faire ça sur plusieurs phases. Dans la phase 1, à telle date, on va commencer par un nombre réduit d'administrations qui vont commencer à ouvrir. D'ailleurs, c'est le cas aussi en Égypte avec certaines annonces. Dans la phase 2, on va commencer à ouvrir pour un plus grand nombre avec certains horaires qui vont être différents pour certains types d'activités, pas d'autres, tout en contrôlant. C'est-à-dire la clé de la réaction par rapport à ce virus, c'est vraiment pouvoir quantifier le nombre de malades en temps réel et de pouvoir leur apporter le soin réaliste. Il n'est pas la peine d'exagérer dans le soin qu'on apporte à toutes les personnes s'ils n'en ont pas besoin. S'il peut rester à la maison et attendre les 2 semaines que la forte grippe passe, il en est capable, soit. S'il doit être opéré, hospitalisé, c'est une autre affaire. Et donc il faut vraiment pouvoir avoir ce jugement et cette lucidité de ne pas trop réagir, de réagir en fonction des cas qu'on est en train de voir. Bon, on a essayé plusieurs pratiques comme le télétravail, comme l'enseignement virtuel. Oui. Tout ça, c'est des pratiques qui ont été, c'est vrai, au début un petit peu alarmantes parce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de les utiliser. Mais au fil des mois, on s'est rendu compte que les enfants ont moins de problèmes. Pour les employés, ils n'ont pas de problème non plus, ils travaillent de la maison. Donc, est-ce que ces pratiques, on va les garder après, avec ce retour à la vie normale, ou bien va-t-on tenir à reprendre notre mode de vie précédent? C'est une question très, très profonde. Je pense qu'il n'y a jamais de retour en arrière, en fait. On évolue tout le temps. Et moi, déjà depuis plusieurs années, je pensais que l'enseignement à distance était une évolution naturelle de la technologie. Et je vois que mes enfants apprennent très bien sur Internet. Je pense que c'est une génération qui est un peu différente de la nôtre. Et je me disais que, comme tout le reste, l'enseignement va évoluer pour devenir virtuel, pour devenir digital. Et ce qui est en train d'arriver actuellement, ça accélère la tendance. Et ça pousse les chercheurs à trouver des nouveaux outils, de trouver de nouvelles plateformes, des nouveaux modes, et de comprendre aussi la réceptivité on va dire, du client, de l'étudiant dans ce cas-là, comment il appréhende cette nouvelle technologie, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui attire son attention, qu'est-ce qui ne l'attire pas. Et je pense qu'on va arriver à un système relativement hybride dans l'avenir, dans lequel on aura plus de flexibilité de travailler de la maison, parce que ça marche. Et pourquoi aller au travail? Ça va peut-être désengorger un peu l'embouteillage, hein, si on reste davantage à la maison. L'embouteillage, la pollution, le stress, absolument. Beaucoup de choses. Absolument. Vous savez, beaucoup de chefs d'entreprise pensaient que l'employé doit venir absolument physiquement à 9h, pointer, partir à 5h. Il se rend compte même s'il n'a rien à faire, absolument. Il reste au bureau quand même. Voilà, mais comme ça, il contrôle. Il utilise l'eau, il utilise l'électricité, il utilise Internet. Donc, je suis sûre que dans les compagnies, ça a aussi réduit les coûts, bien sûr, du moment qu'on a réduit la consommation de tout ça. Absolument. Et je pense que dans l'avenir, ça va être pareil, une évolution naturelle, dans laquelle il y a plus de flexibilité, plus de... on va juger un peu sur les performances. On vous donne des tâches et on veut qu'elles soient accomplies. On vous donne un temps imparti dans lequel vous devez l'accomplir. Et je pense que ça va aider aussi, on va dire, l'environnement global à s'assainir, comme vous l'avez dit à juste titre, moins de pollution, rien que ça, c'est un gain énorme. Je vois qu'il y a beaucoup d'effets négatifs du coronavirus, mais rien qu'en regardant l'accident de la route
qui n'ont pas eu lieu à cause du confinement, je pense que sur le sol, l'humanité a gagné en vie plus qu'on en a perdu. Bien sûr, la planète a gagné. Les océans, absolument. l'ozone. L'air, absolument. Donc, je pense qu'on ne va pas revenir totalement comme avant. On a appris à vivre, et ça prendra encore plusieurs mois. On n'est pas encore redevenu à la normale, tout à fait. Mais ça prendra un peu de temps. Et du coup, on prendra de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes, de nouveaux plis, et on pourra s'adapter différemment à cette digitalisation, on va dire, de notre vie. On va devenir un peu plus virtuel qu'on ne l'a été dans le passé. Je pense que le monde, avec cette crise, il a appris de bonnes leçons. L'une de ces leçons est vraiment de restituer les statuts de la société équitablement. Parce qu'on vivait vraiment une période où les stars, c'était les footballeurs et les acteurs et les chanteurs, bien entendu. Alors que nous avons des enseignants, nous avons des avocats, nous avons des policiers, nous avons des médecins et des infirmières, bien entendu, qui sont les héros de cette crise qui était tout à fait oubliée. Écoutez, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que c'est une tendance mondiale quand on se tourne vers les stars. C'est une forme d'attractivité qu'on a dès un très jeune âge à nos idoles, les footballeurs, les acteurs, les chanteurs et autres. Et encore une fois, ce bouleversement, on va dire, des tendances. Moi, je connais beaucoup d'adolescents qui aujourd'hui, leurs idoles, on ne les connaît pas. En fait, c'est des youtubeurs. Donc c'est un nouveau phénomène. Oui. Et je pense que davantage, ils vont être plus dans ce monde virtuel, plus online, plus sur Internet. Et du coup, il va y avoir de nouvelles stars qui vont émerger. De nouvelles stars qui, on l'espère, vont avoir une influence plus positive sur leur développement et le comportement des enfants et des adultes également, que ce qu'on a vu dans le passé. On a appris à vivre sans regarder les matchs de foot. Même, alors que bien sûr, le match de foot, on ne peut pas rater un match de Liverpool. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Et on verra dans les semaines, dans les mois à venir, est-ce que les stars également vont réussir à jouer un rôle différent en se mobilisant pour des causes réelles, des causes plus humaines, en ayant tous appris qu'on n'a pas besoin de tout ça et qu'on peut mettre toutes ces ressources dans un autre chemin. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des affaires qui rapportent des centaines de milliards. Bien sûr. C'est toute une énorme industrie et une machine médiatique qu'il y a derrière. Et du coup, ça ne va pas disparaître certainement, mais ça peut muter également vers de nouvelles formes. Et on verra, tout ça, l'avenir nous dira un petit peu où est-ce qu'on va aller, mais certainement il y aura des changements. Mais on ne demande pas de réduire le revenu des stars et des footballeurs, etc. Mais on demande quand même une certaine équité pour améliorer les conditions de vie des métiers que j'ai déjà mentionnés, comme les médecins, les infirmières, les enseignants surtout. Ouais. Donc je pense que ça, c'est une chose vraiment à revoir. Je pense qu'il y a déjà des discussions par rapport à ça au niveau international pour une coordination au plus haut niveau, pour revoir un peu les modèles économiques et les modèles sociaux et les modèles de santé et autres qui ont existé et qui ont montré que malheureusement, on a dû avoir recours quand même à des méthodes archaïques comme le confinement pour faire face à un phénomène qui est un virus. Et c'est comme si on avait négligé la coordination internationale au niveau des réactions aux crises. C'est comme si on avait négligé les recherches et développements pour des virus. En fait, le virus Covid-19 était quelque chose qui était connu. C'est pas mais il n'avait pas de médicaments, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vaccin, il n'y a rien. Mais c'est quand même une forme de virus qui était connue, qui avait existé. Il a muté des animaux vers l'humain, ce qui peut arriver. On en a déjà vu dans le passé d'autres phénomènes similaires de virus qui mutent. Et donc, il n'y avait pas eu d'investissement, il n'y avait pas eu cette coordination au niveau international sur comment l'humanité peut faire face à ce type d'événements, alors que des grands chercheurs et des hommes influents comme Bill Gates, entre autres, par exemple, on en avait parlé. Ils ont dit en 2015, le monde n'est pas prêt pour un virus exactement comme celui du Covid-19 auquel on fait face. Et il faut un très haut niveau de coordination aujourd'hui pour pouvoir y faire face le jour où ça arrivera. On ne sera pas prêt.
pas pris ça au sérieux, peut-être, on n'a pas fait ce qu'il fallait. La question ici, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Où elle était de tout cela et quel est le regard du monde pour l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur quel devrait être le rôle de l'OMS dans l'avenir. Est-ce qu'on devrait leur donner plus de pouvoir d'action, de moyens pour pouvoir financer la recherche? Parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui n'est pas très influente et qui n'a pas, pas comme le Fonds monétaire international, qui n'est pas décisive. Donc, est-ce qu'on devrait penser, réfléchir, le côté international, sur un rôle plus puissant, plus pertinent, plus important pour l'OMS? Oui, mais elle n'a pas de rôle dans la gestion des crises, surtout des crises sanitaires? Si, mais elle n'a pas les moyens de faire face à une situation comme celle à laquelle on est confronté au niveau mondial. Ça demande énormément de moyens. C'est des dizaines de milliards mis en place par chaque pays pour combattre ce fléau. Et donc, non, ils n'avaient pas les moyens pour le faire. Même si ils étaient conscients du danger, mais c'est une organisation qui appartient à ces pays, on va dire, donc c'est au monde. Le monde n'avait pas jugé utile de donner plus de moyens à l'OMS. Oui, mais vous dites que depuis 2015, on avait quand même une idée plus ou moins cohérente sur ce virus. Donc comment un tel virus qui peut provoquer une telle pandémie n'a pas été pris au sérieux et on n'a pas cherché à lui trouver ni de remède, ni de vaccin? Ce n'est pas particulièrement le virus Covid-19 qui était mentionné dans ce cas. Oui, mais n'importe quel virus. Un virus dangereux. Voilà, n'importe quel virus qui pourrait muter et qui pourrait affecter l'humanité et qui pourrait être facilement transmissible aurait des répercussions énormes sur l'économie mondiale. Et ça a été estimé à plusieurs centaines de milliards, des milliers de milliards, comme impact économique et un impact social sur la psychologie des gens. Le confinement n'est pas facile psychologiquement à vivre. La perte d'emploi en plus n'est pas facile à vivre. Donc il y a tout un là c'est la question sanitaire qui était primordiale à gérer. Ensuite, les questions économiques et les questions sociales vont être également très douloureuses. Donc, on était conscient du danger, mais malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour s'en prémunir. Et ça arrive très souvent. Hein. Vous savez, les fumeurs savent que fumer est dangereux, mais ils continuent à fumer. Malheureusement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est conscient du danger qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Je prendrai un autre exemple, c'est pour tout ce qui est cancer pédiatrique, les cancers des enfants. Malheureusement, le financement des recherches des cancers des enfants au niveau mondial est rare. On n'investit pas. Et malheureusement, donc, le taux de mortalité chez les enfants du cancer est énorme. L'Égypte, je tiens à le saluer, est un cas à suivre mondialement pour ce qui a été fait pour le cancer des enfants. C'est extraordinaire. Mais dans le monde... Et pour la cardiologie des enfants aussi. Également. Donc vous voyez, mais dans le reste du monde, la recherche, le financement des recherches, des médicaments, le développement de nouveaux, ça n'a pas été financé. Donc parce qu'on est conscient du problème, mais malheureusement, tant qu'il n'est pas imminent, tant qu'il n'est pas là, on repousse, on retarde. Et puis après, certains pays veulent le faire tout seuls, veulent se retrancher, alors que c'est la coordination qu'il faut, c'est pas le retranchement. Et donc tout ça, ça reste à développer, bien sûr. Ben justement, ces positions, on les a vues clairement au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'après cette crise, les relations, le statut, la coopération dans l'Union européenne va rester la même? Je pense que certainement, elle va même s'accroître. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde, qu'aucun pays tout seul ne peut s'en sortir. Ne serait-ce qu'au niveau de la recherche. Oui, mais là, ça a été un petit peu le contraire, puisque au sein de l'Union européenne, on sentait justement qu'on était entourés, qu'on était soutenus l'un par l'autre, et on a vu dans cette crise que, effectivement, ce n'est pas tout à fait vrai, et chaque pays doit régler ses problèmes vraiment tout seul. Donc, on se pose un petit peu la question, à quoi sert l'Union alors? Oui. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment à ce point-là de détachement. Ce n'est pas le cas. C'est que même, vous voyez, on parle social distance, de distance sociale, on ne va pas chez les voisins. Oui, c'est normal. C'est qu'on veut réduire au maximum la possibilité de transmettre le virus entre États. C'est très important. Et entre villes, au sein même de la France et ailleurs, on confine des villes. Et dans des villes, on confine des quartiers.
parce qu'on ne veut pas que le virus se propage. Donc ce qui a été fait, ce n'est pas une remise en cause de la coordination européenne, au contraire. Il y a une très forte coordination des politiques. D'ailleurs, la décision de fermeture éventuelle des frontières est faite collectivement. Ce n'est pas une décision qui a été prise unilatéralement par un pays. Ça a été fait au centre de l'Union européenne. Et je pense que c'est dans ces moments, on va dire, de détresse, que la collaboration et la coopération régionale est la plus importante. Et on le voit au niveau mondial, et je pense qu'on le voit aussi au niveau européen. Je pense que ça reviendra. Et les leçons à tirer de tout ça seraient que plus d'intégration, plus d'Europe, est plus, on va dire, bénéfique pour l'ensemble des pays européens que moins d'Europe. Un pays tout seul ne pourra pas vraiment s'en sortir. Oui, mais on a vu des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Égypte offrir des aides et vraiment s'enquérir de l'État des citoyens de certains pays comme l'Italie, par exemple, comme la France. Pourquoi on n'a pas vu cet intérêt partagé entre pays européens? Non, il existait, mais je pense que ils ont tous été pris par surprise par le virus et ce n'était pas préparé du tout. Vous savez, en Égypte, on a des usines qui fabriquent des masques. On a un surplus. Déjà, on a ce qu'il faut pour la population égyptienne. Mais ça a été mis en place avec la crise? Non, c'était avant. Ah, c'était avant? On avait des équipements qui étaient fabriqués, qui étaient produits en Égypte avant la crise. Et on avait des stocks très large. Et on en a offert à la Chine et on en a envoyé à l'Italie. Donc, c'est normal. C'est ce genre de coopération qui existe. Mais tous les pays européens, soudainement, ont été en déficit par rapport à la maladie. C'est pas qu'ils en avaient, qu'ils n'ont pas voulu en donner aux uns les autres, qu'ils n'en avaient même pas assez, chacun pour son pays. Et donc, dans ces moments-là, oui, bien sûr, il y a une entraide, mais comme on ne sait pas la virulence avec laquelle la maladie se propage et qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, on se dit, si le peu que j'ai, je préfère quand même le garder pour mes citoyens, c'est mon devoir en tant que gouvernement envers mes citoyens, tout en coordonnant, si jamais il y a un pays qui en a plus que les autres, pourquoi pas. Mais je pense que tout le monde, dans une première réaction, c'est hop, je regarde un peu ce que j'ai. Oui, mais vous avez certains pays comme l'Italie, par exemple, qui se sentent vraiment délaissés par l'Union européenne, d'après les déclarations sur les médias sociaux et tout ça, de leurs citoyens. Oui, mais c'est pas évident de trouver le bon mécanisme. Vous vous souvenez, peut-être il y a 7-8 ans, il y avait une autre crise européenne, la crise de la dette. Oui. Il y avait les Grecs qui se disaient, mais on sont délaissés par l'Europe. Non, mais l'Europe les a aidés. L'Europe les a aidés. Mais le temps que ça a pris pour que l'Europe mette en place le bon mécanisme de soutien pour la Grèce, ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs années, ça a pris plusieurs gouvernements grecs successifs, ça a pris plusieurs mois de révolution et de révolte dans les rues. Donc ce que je veux dire, c'est que juste ni l'Europe, ni les nations européennes, ni le monde d'ailleurs, étaient préparés du tout pour un cas de figure comme ça. Et le temps que ça prend pour que chacun prenne conscience du problème interne et de commencer à voir comment on peut coordonner au niveau européen. Alors qu'on ne le sait pas, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas combien de temps ça prendra, combien de cas ça va atteindre, on ne sait pas. C'est juste la panique qui a fait qu'il n'y a pas eu cette réaction. Aujourd'hui, on dit, l'Europe, vous savez, on est en avril, le pic était en mars, on est juste à 1 mois d'intervalle. Dans quelques mois, on dira, ah oui, ben, tiens, l'Europe a quand même fait le nécessaire. Mais il faut un temps d'adaptation, d'analyse, de compréhension et de mise en place. Et je comprends que les citoyens, aujourd'hui, se sentent un peu alarmés. Ça, c'est une réalité, on va dire. Mais il y a aussi, malheureusement, un discours populiste qui a commencé à croître en Europe depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Dans beaucoup de pays d'Europe, on l'a vu en France, on l'a vu ailleurs, le populisme reprend du terrain. Et dans ces moments de crise, de détresse, dans lesquels les citoyens sont en complète confusion et détresse, c'est là où le populiste peut avoir une influence et dire « Ah, vous voyez, l'Europe ne fait rien. Donnez le temps à l'Europe de faire. Donnez le temps au monde de comprendre ce qui se passe. Et c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'aux États-Unis, la situation est bien meilleure qu'en Europe, où on dit « Ah, vous voyez, les Américains s'en sortent bien. En Europe, on n'arrive pas à s'en sortir. » Ce n'est pas le cas. C'est un fléau mondial et juste qu'il n'y a pas assez de recul. Comment est-ce que vous expliquez cette situation qui est vraiment catastrophique aux États-Unis? Beaucoup plus que l'Europe. Exactement de la même manière. C'est juste qu'on n'est pas préparé. La non-préparation. On n'est pas prêt, on ne comprend pas la maladie,
On ne sait pas, vous comprenez qu'en Grande-Bretagne, le Premier ministre, avec toutes les précautions qu'on peut prendre quand on est Premier ministre d'un grand pays, il a été atteint Mais on du ne peut pas, virus. c'est un virus qui est dans l'air, donc on ne peut pas. Donc c'est très difficile. Et du coup, ne pas comprendre, ne pas savoir d'où ça vient, comment le contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis il y a toujours cette problématique, si on ferme le pays, il y a des millions de gens qui vont peut-être mourir parce qu'ils n'auront pas accès aux hôpitaux, parce qu'ils n'auront pas accès à leur maison, parce qu'ils ne pourront pas. Comment on peut prendre une décision aussi lourde dans ce contexte? Et du coup, on attend, et malheureusement, chaque jour qui passait sans confinement était un plus grand nombre de malades potentiels. Et du coup, et aux États-Unis, comme d'autres pays, ils sont très vigilants sur quels médicaments ils vont administrer, est-ce qu'on doit faire les tests. Ils ont des institutions en place responsables de faire ça. On ne peut pas très facilement passer outre. Il faut aller dans le Congrès américain, il faut demander des exceptions et autres. Alors que, bon, donc le temps passe, et bien sûr, le nombre de cas augmente. Encore une fois, c'est un pic. Normalement, on s'attend à ce que... J'ai eu des recherches ce matin qui viennent de Singapour, par exemple, sur le monde entier, qui disent que vers mi-mai, beaucoup de pays européens vont arriver à une dissipation à 97% de la maladie. Qu'aux États-Unis, ça prendra peut-être une semaine de plus. Que dans d'autres pays, ça prendra peut-être encore une semaine. Ça va aller jusqu'en début juin. Mais on s'attend qu'entre mi-mai et fin juin, qu'il y aura environ 97% des cas, on va dire, de propagation qui vont chuter dramatiquement. Donc il n'y aura pratiquement pas de contamination. Mais après, il faudra réfléchir à l'après. Comment éviter que ça revienne. Mais ce virus a montré aussi que 85% des personnes atteintes de ce virus guérissent normalement. Oui. Ouais, absolument. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Rassurant. Absolument. Donc ce qui vraiment compte, c'est fortifier l'immunité. Oui, tout à fait. Et être relativement, on va dire, intelligent dans la sélection des personnes qui ont le besoin de soins intensifs. Et prendre des habitudes sanitaires assez correctes. Absolument. Et c'est vrai que quand on dit à nos concitoyens de ne pas sortir, de prendre le choix de ne pas sortir, de prendre le choix de ne pas interagir. On est pendant une période de Ramadan, donc joyeux Ramadan à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Et donc, je pense que c'est la période pendant laquelle on sort le plus. Mais bon, je pense qu'il y a une très forte responsabilité individuelle de chacun d'entre nous, que bon, c'est peut-être pas le moment. Et avoir surtout des... On fera la fête doublement l'année prochaine. Oui, et surtout, c'est avoir des habitudes sanitaires, hygiéniques, quotidiennes, assez vigilantes, je dirais, et assez quand même informées. Bon, nous allons passer à notre dernier reportage. Il concerne aussi le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a déclaré depuis quelques jours que le gouvernement souhaitait que la période d'après la fête de Eid al-Fitr ou le Petit Bayram, qui est la fête du rupture du jeûne de Ramadan, soit une occasion pour le retour progressif à la vie normale, tout en annonçant des mesures claires à suivre partout pour empêcher la propagation du coronavirus. Voyons ensemble.